Pour chaque problématique que rencontrent des startups, moi, je connecte des porteurs de solutions qui sont soit institutionnels, comme le Business France, enfin la TFE, Business France, BPI, CCI, les douanes, l'INPI, soit des porteurs de solutions privés. En fait. Et je mets en relation ces startups-là avec les porteurs de solutions, et ça va vraiment à 360. Du financement, de l'accompagnement, des VIE, de la traduction, de l'intelligence économique, trouver un canapé, faire du covoiturage, tout ce dont a besoin une start-up pour aller à l'international. Super. Tu pourras nous en dire plus après sur la plateforme, comment vous êtes arrivé à takeoff.io et quel est le fonctionnement de cette plateforme. Mais avant, je vais peut-être, Thomas, vous demander finalement quels sont les... Philippe, pardon, te demander finalement quels sont les grands enjeux quand on souhaite aller à l'international, parce que finalement, en tant que banquier, vous êtes les premiers interlocuteurs. Enfin, quand on crée son entreprise, qu'on ouvre sa start-up, la première chose dont on a besoin, c'est un compte en banque. Et vous êtes donc finalement le premier interlocuteur de l'entrepreneur. Comment vous identifiez, comment vous accompagnez, vous arrivez à déceler les opportunités qu'il pourrait y avoir à l'international pour vos clients, et quand vous le faites ou quand ils viennent vous voir pour ça, quels sont les grands enjeux? Alors d'abord, en préambule, je souhaite préciser qu'on a créé il y a quelques années maintenant une structure dédiée aux entreprises innovantes et aux startups qui s'appelle Place de l'Innovation, qui est rue de la République en Presqu'île à Lyon, et dont le rôle est d'accompagner nos porteurs de projets dans leur parcours de création d'entreprise. Donc là, il y a tout un dispositif qu'on a mis en place pour accompagner les projets, quels qu'ils soient, tout au long de leur parcours. Sur l'international plus particulièrement, et en ce qui concerne les entreprises qui ont des projets innovants, c'est vrai que dès le départ, on s'est aperçu très tôt que la dimension internationale était présente dès le départ à la création dans le parcours d'un jeune créateur. Donc les grands enjeux auxquels on doit faire face quand on est confronté à des problématiques de business à l'international sont d'abord un enjeu culturel, puisqu'on doit effectivement aborder des pays qu'on ne connaît pas forcément très bien, et donc être en prise directe avec les us et coutumes et les façons de travailler du pays qu'on veut cibler. Le deuxième enjeu, c'est essentiellement un enjeu politique, puisque au sens large, puisque le système administratif est souvent très différent de ce qu'on connaît en France. Il y a un positionnement du pays sur le plan géopolitique qui est parfois spécifique et dont il faut tenir compte avant de développer son projet. Il y a un enjeu économique évidemment, puisque les tendances de marché, les secteurs clés et le niveau de qualification des hommes est souvent une problématique qu'il faut intégrer et qui est très différent de ce qu'on peut connaître en France. Donc il y a aussi une problématique RH. Et puis enfin, il y a un enjeu réglementaire, puisqu'on vit, vous le savez, dans un monde qui est pétri de réglementation et surtout au niveau international et je suis désolé de vous annoncer que ça risque pas s'arranger sur le plan des sanctions financières internationales. Vous lisez la presse et vous écoutez comme moi ce qui se passe. Donc on vit dans cet environnement-là. Et donc notre rôle aussi vis-à-vis du chef d'entreprise, c'est d'accompagner et de mettre en avant et de sécuriser autant que faire se peut le projet dans le contexte réglementaire qui existe au niveau international en fonction de la zone géographique qui est ciblée. Voilà. Super, merci beaucoup. On aura l'occasion de détailler tout ça. Aya, pour la CCI, alors moi, c'est peut-être un a priori, mais quand on me dit CCI, j'ai plutôt tendance à penser que c'est une institution, une organisation très locale qui aide les entreprises locales dans un bassin, un territoire très très ancré, on va dire. Qu'est-ce qui fait que la CCI a décidé et en particulier ici à Lyon, a décidé de travailler sur ce thème de l'international, et comment vous aidez les entreprises? Alors on est local, c'est tout à fait vrai. C'est une des priorités, on va dire, de la CCI, donc d'être l'animateur, on va dire, en tout cas l'institution qui anime son territoire, justement pour rapprocher les entreprises, pour impulser en fait des nouveaux projets. Et également, donc sur l'international, en fait, au niveau de Lyon, comme on est un bassin qui est quand même très important, on a toujours été
très à l'international, et puis évidemment avec les nouvelles réformes en fait qui ont rapproché Business France et les CCI. Donc nous sommes partie prenante en fait dans la Team France Export, au même titre donc que Business France et puis d'autres acteurs tels que la région et puis BPI. Voilà. Donc dans cette nouvelle dynamique, donc on vous accompagne sur, on va dire à beaucoup de stades différents de l'entreprise, puisque en fait au niveau de la CCI, au niveau global, on vous prend en fait de la naissance jusqu'à la mort, donc de la création d'entreprise jusqu'à jusqu'à en fait la reprise ou parfois donc la cession, enfin ou même la comment voilà, la revente. Oups, catastrophe. En plus, j'essaie d'avoir l'air digne parce que j'ai froid. Mais il fait chaud. Bon, donc dans ce contexte-là, donc ce qu'il faut rappeler au niveau des CCI, c'est que nous sommes un centre de ressources. Donc on a en fait en notre sein en fait une équipe qui vous permet finalement de balayer un grand nombre de sujets. Évidemment en complément avec la plateforme de la CPME, forcément, mais de manière très locale. Donc pour l'international, par exemple, on a quand même, on a cité donc au niveau réglementaire, donc c'est quand même une des grosses barrières qui sont rencontrées par les TPE, par les startups, par les PME, même les ETI, puisque vous avez vu donc au niveau politique, géopolitique, donc les choses bougent. Par exemple, le Brexit. C'est un exemple en fait d'actualité très très fort et là-dessus qu'est-ce qui va se passer, etc. Mais au niveau réglementaire et au niveau en fait des passages en douane, etc. On va dire le type de problématiques auxquelles vous serez confrontés et qui vont vous prendre du temps. Là, on est là aussi pour vous aider aux côtés des douanes et aux côtés de d'autres institutions. En revanche, comme il y a beaucoup d'acteurs, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile de s'y retrouver. Et c'est pour ça qu'on a des initiatives donc comme la plateforme Takeoff, mais également donc vous avez votre interlocuteur local qui est la CCI et vous avez forcément l'ensemble, mais on peut vous donner, on va dire en tout cas une vision un peu large de ce qui se passe actuellement. Au niveau de la CCI de Lyon, vous avez de la chance, vous avez une équipe des juristes qui est très compétente, donc qui intervient sur les contrats, sur tout ce qui est douanier, sur tout ce qui est réglementaire et aussi donc sur tout ce qui est Europe, puisqu'on fait partie du grand réseau EEN, donc qui est Enterprise Europe Network, et sur lequel du coup c'est un programme qui est financé par la Commission européenne et qui aide, et en tout cas son objet est vraiment de pouvoir fluidifier, on va dire, le commerce entre les TPE PME européennes. Et évidemment, pour tout ce qui est grand export, c'est encore une autre histoire, puisqu'on fera face à d'autres contraintes. Alors, voilà. Et puis, pardon. Oui. Non, je peux terminer. Non, si vous aviez quelque chose à ajouter, allez-y. Après, je voulais juste dire, parce que au niveau de l'international, c'est compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que si vous êtes dans la prestation de service, en tout ce qui est immatériel, ça peut paraître beaucoup plus simple. Alors que dès qu'on touche à de l'objet, en fait, à des objets qui vont transiter d'un endroit à un autre, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc, on est là aussi pour vous accompagner dans toutes ces phases de réflexion et de préparation. Merci beaucoup. Alors Martin, quand on invite un entrepreneur, ce qu'on attend, c'est un peu un retour d'expérience. En tout cas, moi, quand je t'ai invité, c'était ce que je souhaitais. Dans ces dispositifs qui existent et qui sont possibles, toi, est-ce que tu pourrais déjà nous dire un mot sur Akumo, parce que qu'on n'avait peut-être pas forcément, et puis te dire, nous partager dans quel état d'esprit tu étais quand tu as décidé d'ouvrir ce bureau, et finalement, concrètement, parmi toutes les solutions qui existaient, qu'est-ce qui toi t'a été utile, ou qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, bonjour à tous. Donc Martin Leclerc, j'ai plusieurs entreprises sur Lyon, dont une agence de développement de sites internet et applications qui s'appelle Akumo. J'allais régulièrement depuis quelques années sur Montréal. Et après, au fur et à mesure de mes voyages, j'ai commencé à rencontrer du monde, à me faire un réseau, et je me suis dit qu'il y avait énormément d'opportunités. Alors, arrivé à un moment où je me suis dit, j'ai envie de monter une filiale là-bas. Qu'est-ce que je fais? Donc, étonnamment, moi j'ai trouvé ça extrêmement simple. Peut-être que dans mon secteur c'est beaucoup plus simple, mais effectivement, j'ai monté une filiale qui s'appelle du même nom, Akumo Inc. Sur place. Dans quel état d'esprit j'étais? En mode conquérir le monde. En mode conquérir le monde, parce que je pars du principe que si on démarche des clients dans un autre quartier, arrondissement de la ville, on peut très bien démarcher d'autres clients dans d'autres pays. C'est la zone de jeu qui est juste un peu plus grande. Et je suis pas très calé en politique, géopolitique, tout ça, donc je suis plus un homme d'action, on va dire. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré pas mal.
certains défis, des barrières, l'administration canadienne qui est pas toujours très rapide, voilà, je pourrais vous détailler tout ça un peu plus tard. Après, sur les systèmes d'aide, on en discutait tout à l'heure, on a pris le parti de pas demander d'aide. Donc que ce soit sur mes différentes structures, aussi start-up, on est parti du principe qu'on voulait monter un business qui fonctionne, et du moment que le business fonctionne, là, on pourrait demander de l'aide pour donner un boost, pour se développer plus rapidement, embaucher, etc., etc. Là, dans l'objectif, c'est un VIE. Donc là, pour tout vous dire, l'agence, elle a, sur Montréal, elle a une petite année. Actuellement, il n'y a pas encore de salariés. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure de mes rencontres, j'ai tissé des liens avec une agence locale qui représente la mienne sur place. Et en fait, moi, je démarche en fait à distance. Et les clients qu'on trouve, on fait l'opérationnel en France. Ça, dans l'objectif, c'est effectivement de mettre en place un VIE qui viendra sur place, etc., etc. Donc c'est plus lent, j'imagine, que de faire appel à des systèmes de soutien, d'aide, d'accompagnement. Mais je trouve ça plus sécure parce que j'ai pris le temps de bien connaître le secteur, lire des livres sur la culture, rencontrer du monde. Ça a été un peu plus long, mais je pense que maintenant j'ai mieux les codes du business sur place, ce qui me permet donc d'aller maintenant un peu plus vite dans des relations, négociations et autres. Donc si on résume, finalement, il y a une phase de préparation, d'acculturation qui peut être faite à distance, une phase de vraiment économique, marché, c'est-à-dire même sans avoir d'antenne ou de salariés sur place, on a une société pour facturer et puis trivialement, on fait du business, mais sans forcément, en étant capable de le piloter de la France. Ça, j'imagine, c'est valable pour les services, mais également pour les produits qu'on pourrait imaginer envoyer avant de les faire fabriquer directement dans le pays en question. Et puis une phase qui finalement après est peut-être plus importante, qui est vraiment la création d'une entreprise à part entière avec des personnes. Et donc là, effectivement, le choix sur lequel tu travailles, c'est d'avoir une personne française qui va travailler là-bas pour... C'est ça. Alors dans l'immédiat, effectivement, une personne française, mais l'objectif, c'est vraiment de créer de l'emploi sur place. Ok. Je veux pas du tout prendre des développeurs français, les envoyer là-bas non-stop. C'est une personne qui va développer la structure et après, c'est embaucher local, développer, former. On est en train de monter aussi un pôle de formation sur place pour l'année prochaine en partenariat avec une école. Il y a beaucoup de choses à faire. Après, effectivement, la première année, j'y suis allé 3 fois, de l'ordre de 3 semaines à chaque voyage pendant une année, et j'ai commencé à donner des conférences, donc dans des écoles, par exemple le Wagon qui a une antenne sur place, dans des coworking. Et donc, avec ces conférences, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont fait rencontrer d'autres personnes. Alors après, faut pas se perdre dans le jeu du réseau parce que là-bas, on pourrait passer une année à réseauter. Mais voilà, ça a été rencontre, compréhension, parce que il faut savoir que, alors là, je parle pour Montréal, c'est pas du tout comme en France. C'est pas le même système, ça signe pas aussi rapidement, les relations sont pas les mêmes, donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération quand on négocie avec des clients sur place. Si je comprends bien, il faut qu'on fasse une Startup Golf Cup à Montréal pour accélérer les choses. Et je serai là pour t'accompagner. Génial. Bon, ça c'est fait. Si j'ai bien compris, Philippe, vous avez des bureaux de représentation à l'étranger qui permettent sur cette phase marché, c'est-à-dire d'identification, on pourrait dire, des potentialités et d'essayer de cerner la culture locale, vous accompagnez les entrepreneurs en leur fournissant des études que vous réalisez pas forcément pour eux directement, mais que vous avez à votre disposition, on va dire, pour vos clients. Oui, alors au sein du groupe Crédit Mutuel CIC, on a décidé de mettre à disposition de nos clients une quarantaine de bureaux de représentation, aux côtés desquels travaillent environ 5 succursales intégrées au groupe qui font à la fois de la banque et à la fois du conseil. Pour ce qui concerne nos bureaux de représentation, par exemple, on a un bureau à Montréal. Et on a des liens étroits au niveau du groupe Crédit Mutuel CIC avec Caisse des Jardins, que tu connais très certainement. Le rôle des bureaux de représentation est assez complet, c'est-à-dire qu'en fait,
Il consiste à accompagner nos clients dans la mise en relation avec des interlocuteurs, la recherche de partenaires, l'accompagnement à la création de la structure locale, le recrutement de collaborateurs si la question se pose, une croissance externe si le contexte de croissance s'y prête. Bref, sur toutes les phases d'accompagnement et de recherche, de développement sur le pays concerné, nos 40 bureaux de représentation répartis dans une 50aine de pays dans le monde, qui sont des équipes locales et qui sont francophones et qui sont natifs. Donc, c'est-à-dire qu'ils connaissent parfaitement les problématiques du pays et les enjeux dont je parlais tout à l'heure, et qui donc peuvent. L'enjeu principal, c'est finalement de permettre à l'entreprise de gagner du temps dans les contacts qu'elle peut nourrir. Lorsque, par exemple, on accompagne un client aux Émirats Arabes Unis pour monter une structure ou racheter une structure dans l'ingénierie structure béton, il faut pas se tromper. Quand on va dans un pays lointain, avec une culture qui est très différente de la nôtre, il faut faire les bons choix, et rencontrer les bonnes personnes et le faire tout de suite. Donc ça, nos bureaux de représentation savent le faire et mettent ce savoir-faire à la disposition de nos clients et de nos partenaires. Super, très clair. Joachim, quand on a le projet d'aller à l'étranger, quelle a été l'intuition de créer cette plateforme et finalement à partir de quand il faut s'inscrire sur Takeoff si on a un projet d'international? L'inscription dès maintenant, en fait, j'ai mon ordi. Enfin, plaisanterie mise à part, c'est simplement, nous on ne crée rien, on agrège l'existant en fait. Takeoff, en fait, c'est la somme de différents réseaux. C'est peut-être les 40 bureaux du CIC. Voilà. C'est la CCI Lyon Métropole, c'est BPI, c'est les French Tech. Voilà, on agrège différents réseaux et on donne accès. On met à disposition des leviers que les startups peuvent actionner ou pas à un moment donné ou voilà, quand elles le souhaitent, de manière simultanée. Voilà. Donc on est vraiment sur la liberté qu'on donne aux start-upers de choisir quel acteur ils souhaitent avec quel acteur ils souhaitent travailler, soit un accompagnement de A à Z, soit voilà. Donc pour répondre à la question, on peut s'inscrire dès maintenant. L'international se prépare et en fait nous on vous met en relation. Vous trouvez des informations sur plein de domaines, d'acteurs au niveau régional, national et international. Voilà. Par exemple, là, on vient d'envoyer une start-up qui était de Boussignon et CPME for Startup à Berlin pour tout frais payé pour découvrir l'écosystème de Berlin. Voilà. Nous, on fait juste la mise en relation et on va exploiter ce canal par la suite. Même chose à Montréal, même chose au Luxembourg. Voilà. C'est la liberté de choisir entre un truc flat et un truc un peu plus pyramidal, mais en fait les deux sont bien. Hein, voilà. Il n'y a pas de hiérarchie. Et donc concrètement, on s'inscrit, on remplit quelques informations, on va dire basiques sur sa start-up, son projet, et vous reprenez contact avec les start-up pour ensuite les mettre en relation, ou c'est une mise en relation automatique. Enfin. Voilà. Alors en gros, non connect. La plateforme, c'est juste un outil pour automatiser. Moi, je fais les connexions en direct, mais la plateforme permet d'être plus libre, de choisir à quel moment on veut le faire. Et en fait, les startups sont inscrites, les partenaires sont inscrits et ils se connectent directement en fait. Voilà. Génial, ça marche, très clair. Aya, vous, comment vous menez finalement votre aussi les mises en relation ou les aides, concrètement comment ça se matérialise et est-ce que vous auriez peut-être quelques exemples à nous partager? Oui, bien sûr. Alors au niveau des aides, il y en a énormément. Enfin, il y en avait énormément. Il y en a un peu moins maintenant. Mais par exemple, pour les VIE, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais donc il y a une aide de la région qui permet de financer à hauteur de 50% les frais de VIE. Donc par exemple, il y a une prise en charge, donc c'est de la subvention, hein, c'est pas de l'avance remboursable sur les VIE. Alors les VIE, forcément, c'est pour on va dire un stade plus avancé de développement, puisque vous avez besoin d'un BizDev sur place, par exemple. Mais en amont,
Par exemple, lorsque vous n'êtes pas encore à l'international, que vous avez envie de tester des marchés, en tout cas de voir ce qui s'y passe, vous avez donc toute l'offre Business France French Tech, puisqu'en fait Business France opère les opérations French Tech à l'étranger, notamment donc sur différents salons donc incontournables, on va dire, de la French Tech, et vous avez la possibilité à des tarifs, on va dire, très intéressants, d'être présent, soit sur des pods, des stations de travail, donc sur des salons qui sont pour vous très importants. Donc ça permet déjà de mettre un pied en fait sur ces salons, de faire du réseau, donc de discuter avec les visiteurs, mais également aussi avec les exposants français, et puis d'échanger un petit peu sur là où ils en sont. Et puis là, on fait beaucoup d'échanges d'expériences. Vous avez également en fait toutes les actions en French Tech, donc au niveau des French Tech Tours, où là on est plus sur du roadshow. Vous avez en fait des groupes de 5, 10, 15 startups qui partent en fait sur certaines destinations. Donc ça peut être en Europe, ça peut être en grand export, donc en Chine, aux États-Unis. Et là, du coup, c'est un peu, oui, c'est du roadshow. Donc vous venez pitcher en fait devant des grands acteurs étrangers, des grands comptes, et également donc faire du réseau et avoir des rendez-vous préprogrammés avec des partenaires potentiels. Et une troisième, qui est maintenant, en fait, qui a été lancée cette année, c'est des Learning Expeditions, parce que c'était très demandé. C'est des formats donc plus courts où vraiment on vient faire de l'incursion en fait sur un marché, essayer de voir un petit peu, de comprendre l'écosystème local, rencontrer les acteurs, et puis se faire une petite idée, une première idée en tout cas de ce qu'est ce marché et ce qu'il peut représenter pour vous. Voilà. Génial. Et dans les besoins des startups, vous ressentez dans le fait d'aller à l'international, vous ressentez plutôt un besoin commercial ou également un besoin de nouer des relations avec des grands comptes pour faire des partenariats stratégiques sur les produits que souhaitent délivrer les startups? C'est vraiment les deux. Okay. C'est-à-dire que l'un va pas sans l'autre finalement. Bon, généralement c'est plus sur une optique commerciale, puisqu'on a besoin de rentrer du chiffre d'affaires, de développer. Mais il faut savoir que l'export, et en tout cas à l'international, c'est vrai que c'est un effort financier. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a des partenaires bancaires et la BPI dont le ROI est un peu moins certain, et en tout cas à plus long terme, que ce qu'on peut connaître en France. Et c'est le même effort quasiment que de créer son entreprise, parce qu'on arrive sur un terrain qu'on ne connaît pas, vous connaissez personne, et forcément personne vous attend, donc c'est toujours un peu plus compliqué. D'accord, très clair. Philippe, peut-être on peut dire un mot là-dessus. Quels sont finalement, d'un point de vue de bancaire, on va dire, et financier, quels sont un peu les gros enjeux qu'il faut regarder quand on va à l'international? Je ne sais pas, en termes de trésor, en termes de les frais qui vont être associés à ce déploiement. Qu'est-ce qui est différent peut-être ou similaire d'ailleurs de la création d'une entreprise classique en France sur un territoire qu'on connaît? Alors d'abord, je pense que le principal sujet sera le facteur temps dans le financement. C'est-à-dire qu'on va avoir un time to market qui est généralement assez long et qui va demander des ressources en financement qui vont être souvent plus importantes qu'on ne le croit. Et dans les dossiers qu'on voit souvent, alors là sur l'aspect plus financement que sur l'aspect conseil, on constate que souvent les fonds nécessaires pour piloter le projet au départ ont été parfois sous-évalués. Donc ça, c'est un sujet qu'on identifie assez rapidement quand on regarde les dossiers, on trouve des solutions, mais dans l'accompagnement qu'on mène pour nos jeunes créateurs d'entreprises en place de l'innovation au CIC, c'est ce qu'on rencontre. Après, souvent, ce qu'on voit, c'est les courbes de progression de business par rapport à la cohérence des projets économiques. Et là, on est souvent assez critique et on est ensemble parce qu'on travaille pas tout seul, on n'a pas raison tout seul, on se trompe parfois, donc on pose des questions. C'est ça aussi l'intérêt de notre métier, c'est de comprendre les projets, de rentrer dans les projets pour les comprendre, souvent sur des sujets même lorsqu'ils sont a fortiori très techniques, pour pouvoir justement intégrer la réalité, pouvoir la transmettre en réel dans la réalité économique du projet. Les maîtres mots dans ces questions-là, c'est toujours les mêmes. C'est anticiper, c'est bien s'entourer, et puis c'est allouer les moyens nécessaires au projet. Alors, quand je dis les moyens, c'est pas que les moyens financiers, ce sont des moyens en temps, des moyens en temps homme. C'est allouer, c'est avoir les bons contacts au bon moment, et c'est ça qui est très important. Mais en ce qui concerne la trésorerie, il est clair que la totalité des projets qu'on regarde, on est en crash burning pendant les 3 premières années. Donc ça c'est clair. Donc toute la question est de voir comment
autant nous au niveau bancaire et au niveau du private equity, on va pouvoir justement trouver le bon mix pour faire en sorte que le projet se passe dans de bonnes conditions. Voilà. Et on entend souvent que des startups lèvent des fonds, notamment pour aller à l'international sur de nouveaux marchés. Vous, quel retour d'expérience vous avez sur ce phénomène? Est-ce que c'en est un ou pas vraiment? Et est-ce que quel regard vous portez sur le fait justement de lever pour pouvoir ouvrir des marchés? Alors nous, quand on a un dossier où la dimension internationale est intégrée dès le départ et que la levée de fonds intègre effectivement cette dimension, très clairement c'est un facteur de succès. Avec toutes les difficultés et les questions que j'ai soulevées tout à l'heure, mais il est certain qu'un projet de création, un projet sur une start-up qui intègre la dimension internationale au départ, pour nous c'est un facteur de succès. Parce que bien évidemment il va ouvrir des marchés plus importants et être un vrai vecteur de décollage au niveau du business que ne permet pas forcément un projet qui se cantonne à l'aspect domestique. Alors ce que je vous dis là est très variable bien évidemment en fonction du type de projet que vous allez monter. Dans certains cas, ce projet est décalé dans le temps et on se dit effectivement on se donne une marge de manœuvre et on se dit pendant les 12 premiers mois et 18 premiers mois on n'appuie pas à fond sur la pédale, sur l'accélérateur international parce qu'il y a d'autres priorités donc il faut régler. Mais par contre intégrer cette dimension, je le disais tout à l'heure, dès le départ, c'est pour nous un facteur de développement et c'est pour ça qu'on a mis en place un dispositif au niveau du CIC qui s'appelle le Club CIC International, qui est un dispositif qui permet non seulement d'accompagner nos clients à l'export dans la dimension conseil que j'évoquais tout à l'heure, mais également de former nos clients et les collaborateurs de nos clients dans leur démarche à l'export. Je prends un exemple, les formalités de douane par exemple, c'est des sujets qui sont complexes. Vous savez que les incoterms vont changer là dans les mois qui viennent, puisque les incoterms 2020 vont arriver. C'est des sujets qui sont techniques et qui nécessitent d'avoir un minimum de connaissances, de formation pour pouvoir, je dirais, s'affranchir de ces difficultés dès le départ lorsqu'on a un projet à l'export. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question. En tout cas, c'est ça qu'on met en place pour justement faire tomber les barrières et être facilitateur au maximum dans les projets. C'est-à-dire que, parce que quand on lève des fonds, on n'a pas forcément encore un modèle économique qui est, on va dire, rentable et qui est immuable. Il y a des startups qui vont à l'international sans forcément être rentables et sans forcément, on va dire, avoir atteint ce qu'on appelle le product market fit en France, mais qui veulent s'exporter pour des raisons d'échelle ou parce qu'elles sentent mieux un marché que le marché français. Oui, tout à fait. Alors, généralement, ce constat, on le fait notamment sur des entreprises qui ont des projets innovants et qui, dans la plupart des cas, restent quand même en Europe. Ok. Dans certains cas, on a également, dans des domaines extrêmement pointus, des entreprises qui veulent traverser l'Atlantique et vont aux États-Unis ou en Amérique du Nord en général. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que le financement des projets à l'export, ça s'anticipe, ça ne se regarde pas comme un projet national. Donc les deux sont complémentaires. Je disais que le temps de réaction est différent, mais que dans les projets que l'on voit, cette dimension-là, on l'intègre dès le départ, on la critique au sens constructif du terme, pour justement mesurer la pertinence des chiffres qui nous sont proposés. Et voir comment on peut l'accompagner au mieux. En tout état de cause, ce qui est certain, c'est que l'international dans un projet de création innovant, c'est véritablement une marque de fabrique et de réussite d'un projet. Ça, c'est très clair. Génial. Martin, là, dans votre petit retour d'expérience de votre implantation à Montréal, est-ce qu'il y a des différences notables entre ce que vous faites en France, les attentes des clients, les projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que vous avez eu des surprises où vous vous êtes dit, ça m'aide finalement aussi à adapter mon entreprise, mais aussi en France, le fait d'aller à l'international? Alors, oui, pour Montréal, il y a eu beaucoup de surprises.
Quelques anecdotes à nous partager. La lenteur. Enfin, en France, on négocie avec un client, on signe. Et là-bas, c'est plus dans le waouh, c'est awesome, c'est incroyable, c'est génial, c'est bon, on signe, et puis plus de nouvelles. Et là, c'est le cas avec un client. Ah, super, le site internet, génial. Et là, ça fait 1 mois, on n'a plus de nouvelles. Ok. Mais je sais qu'il va revenir d'ici 1-2 semaines. Donc moi, je suis quelqu'un de très impatient, donc j'ai dû apprendre à prendre le temps. Et à comprendre aussi ce business qui est nouveau. Il y a aussi, pareil, c'est ma comptable. Je vais pas dire qu'ils sont plus à la cool là-bas, mais oui, un peu quand même. Donc pas de panique. J'ai reçu un courrier un courrier du Canada, enfin de l'État, qui me disait que je devais $11 000. Surprise, ok, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, ma comptable a oublié de déclarer des documents, etc. Et là, tu paniques un peu. Tu te dis, bah non, là, c'est un peu stressant. Tu dis, oh non, pas de souci, je vais régulariser ça, pas de souci. Donc, effectivement, pas de souci, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va se passer, parce que là-bas, il suffit d'amener les documents, ok, c'est cool, c'est réglé. Donc, il y a des petits coups de stress. Après, j'apprends constamment. Après, s'il y a un conseil que je peux donner, parce que je l'ai vécu sur place, j'ai rencontré d'autres structures qui sont venues monter des agences, des entreprises sur place, parce que c'est un peu la ruée vers l'or, hein. Je sais pas si vous avez vu les unes des magazines, le doublement des PVT, tout le monde veut partir là-bas, faire du business, parce que c'est incroyable. Alors oui, c'est incroyable, mais il y en a beaucoup qui vont mordre la poussière, malheureusement. Alors déjà, après le premier hiver, parce que c'est une triste, enfin c'est une réalité, hein, c'est pas facile. Donc j'ai vu des gens revenir juste pour ça, et d'autres qui sont arrivés en mode conquérant, en mode mon business marche en France, je vais arriver là-bas, je vais appliquer la même chose et mon business va marcher là-bas. Et je les ai vus rentrer aussi, ils ont coulé mais extrêmement rapidement, parce que ils n'ont pas pris le temps, encore une fois, de comprendre les clients. Alors moi je suis dans un business qui, je vais dire, est un peu plus facile, il n'y a pas de problématique de douane et autres, parce que c'est tout du tout numérique. Mais quand même, alors j'imagine quand même que c'est la même chose pour les autres pays, mais il faut pas arriver en mode mettre les pieds dans le plat, en mode je vais conquérir, je suis le meilleur. Je me souviendrai toujours d'un de mes, récemment, mon dernier voyage, je rentre dans le bus et j'entends 3 jeunes Français qui viennent entreprendre sur place, et la première chose qu'ils ont fait en arrivant dans le bus, c'était de critiquer, mais ouvertement dans le bus, les transports, l'état des routes, etc. Donc j'ai entamé la discussion avec eux pour leur demander, pour discuter, etc. Et ça a été très bénéfique pour moi et pour eux, je pense. Mais donc voilà, il faut rester humble, faut être bosseur à un certain niveau, parce que les journées s'arrêtent à 17h là-bas. Et si tu travailles après 17h, c'est que tu sais pas t'organiser. Donc il faut faire des 5 à 7, etc. Donc voilà, je me suis un peu je suis sorti de la question, mais patience et humilité. Patience, humilité, écoute, observation, et c'est la clé, je pense. Et puis voilà, après faut être bosseur, faut pas avoir peur, faut aller au devant des gens et apprendre. Voilà, moi j'ai appris la patience et ça a été extrêmement bénéfique. Super, merci beaucoup. On va peut-être prendre quelques questions si vous en avez. Alors. Je vais vous emprunter un micro. Donc bonjour, merci à tous déjà pour votre intervention. C'est très bénéfique pour nous du fait qu'on veut partir au Canada. Et de plus, donc on est cofondateur de l'entreprise et de la plateforme Resurbiz, donc un système d'apport d'affaires pour start-up. Donc on veut aider et on aide déjà les start-up à atteindre l'international sans risque financier, du fait qu'on a des apporteurs d'affaires dans différents pays. Donc on souhaite maintenant aller en Amérique du Nord. Et j'aurais une question j'aurais plein de questions en off après pour un peu vous tous, mais pour Aya, en termes de VIE, est-ce que si on est dirigeant salarié, est-ce qu'on peut faire un VIE pour être justement subventionné en partie? Alors déjà, il faut avoir moins de 26 ans. Ok. Non, 28 ans, pardon. On est large.
Donc voilà, après ça dépend. Et par contre non, il faut qu'il soit extérieur à l'entreprise, puisqu'en fait c'est un contrat de travail qui est signé avec Business France. Donc vous devenez en fait employé. Enfin le contrat de travail est avec Business France. C'est du portage salarial quelque part. Et donc quand on est dirigeant de l'entreprise, c'est pas tout à fait possible. Désolé. Merci beaucoup. Une autre question peut-être, je sais pas, vous ou d'autres. Moi j'en avais une peut-être pour Martin. Pourquoi le Canada? Enfin pourquoi Montréal? Parce que c'est francophone ou c'est parce que t'y allais, t'as eu un good feeling? Alors, désolé, il n'y aura pas de super storytelling. Ma sœur est canadienne. Et depuis, elle est là-bas depuis très longtemps et je me suis dit, je veux que ma boîte paye mes billets d'avion. Donc j'ai monté une boîte là-bas. Et donc maintenant j'en profite pour la voir régulièrement. Et il y a quand même aussi, parce qu'il y a un dynamisme fou. Une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé là-bas, c'est de rencontrer la French Tech, Bleu Blanc Tech, de rencontrer beaucoup de startups. Je passais mes journées à prendre des rendez-vous, à rencontrer des startups. Il y a un dynamisme incroyable. Alors je parlais de Ruée vers l'or, effectivement, on peut avoir cette image parce que c'est quand même incroyable. Ça va à une vitesse folle. Et il y a beaucoup de choses. Il y a du numérique, il y a de l'art, ils ont envie de faire plein de choses, on peut faire plein de projets. Donc c'est vrai que moi, multi-entrepreneur, quand je suis arrivé là-bas, je me suis dit tout de suite, je veux m'installer là-bas. Et ma compagne m'a dit non. Donc c'est aussi pour ça que j'ai monté la boîte là-bas. Ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu comme pour les joueurs de foot. Il faut aider la famille et l'entourage à accepter le projet, enfin accepter. En tout cas, échanger avec son entourage sur le projet et sur les conséquences que ça peut avoir. Je ne sais pas si vous vouliez ajouter des choses, si on a des gens qui ont des questions. Peut-être juste... Ah bah, il y a une question. Super. Bonjour. Alors, moi j'ai une question, c'est sur le timing, parce que vous disiez tout à l'heure que c'était une marque de réussite d'aller à l'international, la volonté d'aller à l'international. Moi, je suis une start-up assez early stage. J'ai 1 an d'existence. Alors, ça dépend des business, mais quel est le bon moment pour aller à l'international? Parce que ce qu'on comprend, c'est que ça prend du temps. Il faut y aller, il faut prendre le temps, il faut rencontrer, il faut de l'humilité. Et donc, c'est du temps qu'on n'a pas ici pour construire, pour s'installer, pour s'ancrer. Et donc, si on le fait trop tôt, peut-être qu'on ne va pas s'ancrer ici, mais on va s'ancrer ailleurs. Donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi de se dire, il peut y avoir un bon timing et de temps en temps de bien s'ancrer ici et ensuite partir à l'international? Voilà, question ouverte. Alors c'est une question difficile. Je vais essayer d'y répondre en vous disant que, et là j'élargis sur des entreprises qui ne sont pas des startups et qui ne sont pas des entreprises, des projets innovants. Mais avec un point commun que vous allez saisir. C'est qu'en fait, dans les dossiers de création et dans les projets qu'on voit, souvent une entreprise réussit, ou plus exactement multiplie ses chances de réussite lorsqu'elle est forte sur son marché domestique. Et ça c'est vrai quelle que soit la taille de la boîte. Ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, c'est que répondre en vous disant c'est 1 an, 2 ans, franchement je peux pas vous répondre de façon aussi précise. En revanche, il est certain que y aller trop tôt, c'est prendre le risque de fragiliser et donc d'allouer du temps à la création du projet à l'étranger, entre guillemets en dégradant un petit peu la qualité de ce qu'on peut faire au niveau national, sauf si on a un relais au niveau local qui permet d'assurer le business le temps qu'on se consacre au projet. Y aller trop tard, c'est souvent avoir laissé la place à des concurrents et donc ramer pour pouvoir développer. Et entre les deux, il faut trouver le bon créneau pour faire en sorte que d'être suffisamment en phase de maturité du projet sur le plan national pour se consacrer de façon plus efficace et dynamique sur le projet de création à l'extérieur. Voilà. Donc quand je disais anticiper, c'est ça, cette dimension-là, en revanche, elle doit être autant que faire se peut intégrée au départ. C'est-à-dire en se disant,
Bon, pendant les 6 mois, je regarde pas trop. Je sais que je l'ai en ligne de mire, mais je ne m'y consacre pas de façon effective. Et puis au bout de 6 mois, je commence à regarder et je mets les boosters. Voilà. Donc je peux pas répondre en termes de temps, mais en revanche, il faut avoir intégré dès le départ que le bon timing, sans y aller trop tard ni trop tôt, pour les raisons que j'ai indiquées. Hein. Voilà. Je précise qu'on a sur le site cic.fr un module international sur lequel vous trouverez beaucoup d'informations quant à nos bureaux de représentation et quant au conseil que l'on donne aussi sur les créations d'entreprises. Il y a un point qui a été évoqué tout à l'heure et qui me semble très important, c'est l'aspect familial. Hein. Il a été abordé de façon assez rapide. C'est vrai que se lancer dans un projet souvent c'est très impliquant à l'international et donc ça a également des répercussions sur l'aspect personnel. Et ça, il faut l'intégrer au départ aussi, parce que ça bouscule la vie personnelle, la vie familiale. Le conjoint ou la conjointe n'a pas forcément envie de participer au truc. Voilà, donc c'est des dimensions qu'il faut intégrer. On parlait du climat tout à l'heure, mais c'est vrai que moi j'ai une fille qui bosse à Montréal, elle me dit là-bas, voilà, à Montréal, l'hiver c'est 5 mois, quoi. Bon, voilà, faut le savoir. Donc, et effectivement, beaucoup de Français reviennent du Canada parce que l'hiver est long. Alors même qu'ils se plaisent beaucoup au Canada. Je prends l'exemple du Canada, mais on pourrait en prendre d'autres exemples, hein, bien sûr. Super. Voilà. Juste, moi de mon côté, effectivement, l'agence était très stable quand j'ai lancé la filiale. Je m'étais fixé 1 an pour signer les premiers clients, les premières agences en sous-traitance, ce qui s'est passé, donc c'est cool. Par contre, si ça plantait, en soi, c'était pas grave. Vraiment. Alors, j'avais la chance de cette stabilité, mais c'est vrai que, comme ils l'ont très bien dit, c'est quand même mieux d'être assez bien implanté en France et de partir serein sur place et de se dire, ok, au pire des cas, si ça marche pas, je reviens et il n'y a pas de souci. Et pour la partie famille, clairement, moi je pense que si ma femme n'était pas chef d'entreprise, je n'aurais pas pu mener de front tout ça. Parce que c'est du stress, c'est les montagnes russes, donc les start-upers, vous le connaissez très bien, hein, on signe un client, ah non, ah bim bam bim, et le stress, donc c'est extrêmement important, et alors, qu'elle soit chef d'entreprise, qu'il ou elle soit chef d'entreprise, n'importe peu, c'est juste énormément de communication, et pour bien comprendre dans la dynamique dans laquelle on est, et ce que ça va effectivement engendrer, parce que c'est rentré très tard, c'est des journées de 12-14 heures, et ça a forcément un impact sur la vie sociale et familiale, ouais. Super, merci beaucoup. Je vous propose de conclure et de passer à notre seconde table ronde. L'idée de l'événement, on fait cette matinée comme son nom l'indique, c'est ce contenu le matin. Le but, tout comme le concours de pitch qu'on fera tout à l'heure, c'est que vous puissiez échanger entre vous après, pendant le déjeuner et pendant l'après-midi. Donc n'hésitez pas à venir voir nos intervenants pour pouvoir leur poser toutes les questions que vous n'avez pas pu poser. Voilà, un grand merci à tous les 4 et bonne fin de journée.